Salut à tous, alors dans la dernière série de vidéos, on parlait bien évidemment de Nexus Paria. Nexus Paria, c'est la plus récente campagne qu'il y a chez Games Workshop, donc c'est le lore, on va dire, officiel qui n'est pas distribué par la Black Library, le plus récent de ce qu'on peut trouver. Parce que dans les codex, maintenant on le sait, il y a vraiment très peu de choses. Alors de temps en temps, on va trouver un petit bloc de texte qui suggère quelque chose, mais on n'est pas sur des vraies révélations. Ça c'est fini, ça c'est vraiment dans les livres de campagne. Donc on a eu ça avec bien sûr les arches fatidiques. Les arches fatidiques, pour moi, c'est ce qui se rapproche plus de ce qui a été Gathering Storm à une époque, c'est-à-dire vraiment un changement majeur du lore, parce que j'espère que vous avez vu Gathering Storm. Je vous ai fait déjà le premier bouquin sur la chaîne, donc il suffit de regarder dans les playlists, hein. Je vous fais confiance pour chercher, mais on avait vraiment ce qui a amené la chute de Cadia, et la chute de Cadia, ça veut dire aussi l'apparition de la cicatrice Maledictum, et le lore tel qu'il est maintenant en V8, tel qu'il a été changé en V8, et ainsi de suite. Et là, avec vraiment les arches fatidiques, on a eu des choses majeures. Premièrement, le retour évidemment de Lionel Johnson, un primarque loyaliste. Avant, il n'y avait que Roboute Guilliman. Roboute Guilliman d'ailleurs qui était revenu au début de cette V8, justement dans Gathering Storm. Donc ça, je ne vous ai pas encore traité. Il y a 3 bouquins dans Gathering Storm, donc c'est le but de les traiter, mais je me laisse un petit peu de temps pour traiter un petit peu autre chose, et histoire de changer. Et puis quand je vois que j'y ai passé vraiment beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, je préfère un petit peu élaguer. Puis j'ai vraiment envie de faire Paria Nexus, parce que moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le lore qui évolue, essayer d'imaginer ce qui peut se passer. C'est justement le but de cette vidéo, ça va être de synthétiser un petit peu où on en est. Alors, pas trop, parce que je me suis aperçu en préparant la vidéo que, au final, j'avais trop de choses à dire. Le but au début, je m'étais dit, bon, je vais faire une vidéo qui synthétise où on en est dans Warhammer 40 000, actuellement dans le lore, et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite. Et en fait, je me dis, bah attends, il faut parler de ça. Puis attends, je me dis, ouais, mais en fait, et en fouillant à chaque fois, ça fait des ramifications, et je me suis dit, mais en fait, non, il faut que je fasse plusieurs vidéos. Donc, cette vidéo, elle va être consacrée juste à la fin de Nexus Paria, et on va se focaliser uniquement sur Nexus Paria. Alors oui, j'ai envie de vous parler des tyrannides, j'ai envie de vous parler de Lionel Johnson, etc. Mais voilà, on va rester là pour l'instant. Donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre une future campagne. Donc, soit ce qu'on a connu avec Nexus Paria, c'est-à-dire un livre de campagne dans lequel le lore avance, voilà. Sachant que dans Nexus Paria, le lore a avancé, mais je trouve que le lore a plutôt été mis en toile de fond, en fait. C'est-à-dire qu'on nous donne un contexte, on nous le décrit, on nous le détaille, et comme ça, on voit ce qui se passe, mais il n'y a pas de changement, d'évolution extrêmement majeur. C'est-à-dire que le Nexus Paria n'a pas disparu, le Nexus Paria est toujours là, il s'est étendu, jusqu'à ce que un des pylônes soit inversé par Vashtor. Vashtor est revenu, mais on n'en sait pas plus au final. C'est-à-dire que sur le retour de Vashtor, on se dit « Ah, enfin !» Mais en fait, on reste vraiment sur sa fin. C'est comme si on vous montre la carte des desserts, et vous n'avez toujours pas votre dessert. Vous attendez votre dessert, vous avez dit « Bah, mais j'ai choisi les magnifiques profiteroles aux 3 chocolats parsemés d'amandes, là. » Et puis, vous attendez. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une suite à cette... Alors, à cette campagne, je ne sais même pas, mais en tout cas, à ce lore. Est-ce qu'il va falloir attendre la V11 de Warhammer 40 000 ? Alors, c'est dans pas si longtemps, c'est dans 2 ans uniquement, parce que c'est tous les 3 ans qu'on a une nouvelle version. Là, ça fait 1 an. Bon, ça fait quand même un petit peu loin. Après, est-ce qu'ils vont plutôt utiliser la carte Arche Fatidique ? Arche Fatidique, c'était 5 suppléments qui sont sortis, je crois que c'était tous les 2 mois ou tous les mois, peut-être, je me rappelle plus, je crois que c'était tous les mois, parce que je galérais à faire les vidéos, à pas trop prendre de retard, mais ça, je trouve au final que c'était pas mal, parce que, bon, déjà, je pense que pour eux, c'est intéressant, parce qu'ils nous vendent du bouquin. Games Workshop, vous savez, ils aiment vendre du bouquin, et en fait, ils nous en vendaient un tous les mois, voilà, quand on pouvait l'acheter, parce que c'était assez compliqué de pouvoir se le procurer. Je me rappelle qu'en français, il y avait vraiment un tirage assez limité, et c'était compliqué. Donc, heureusement vous aviez GTV, heureusement j'étais là pour vous détailler l'or, mais en tout cas, ça permettait comme ça de faire une vente un petit peu assez souvent, voilà. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on peut détailler vraiment beaucoup de choses, parce qu'il y avait énormément de pages. Là, dans Nexus Paria, je crois qu'on est, je sais plus, j'aurais dû vérifier, mais je crois qu'il doit y avoir, allez, je vais faire à la louche, une 60aine de pages. C'est bien, mais c'est pas autant que si on cumule les 5 bouquins d'Arches Fatidiques. L'avantage aussi des Arches Fatidiques, c'est qu'à chaque fois, on peut se focaliser sur un personnage.
on a eu le lion, on a eu Angron, on a eu Farsight aussi, c'était assez intéressant. Donc tout ça, on a eu Abaddon évidemment, tout ça, ça permet bien de détailler les choses. Maintenant, moi j'aime aussi quand il y a des fractures en fait. Là, pour moi, vraiment la dernière plus grosse fracture qu'il y a eu, en tout cas si on reste là-dessus, c'est vraiment Vashtor, Vashtor qui apparaît. Alors certains ont dit ouais, Vashtor il apparaît un petit peu de nulle part, c'est pas fou. Et là dernièrement dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a mis un message qui était vraiment très très intéressant. Allez, je vais le retrouver pour le citer. Voilà, c'est Philippe 597 qui nous dit je n'étais pas convaincu par le concept de Vashtor au départ et je ne suis toujours pas convaincu aujourd'hui. Ce n'est pas ses pouvoirs qui me posent problème, mais plutôt le concept du personnage, son identité et son histoire. Et au lieu d'en faire un demi-dieu du chaos, il aurait pu être un vestige surpuissant et retour du plus grand ennemi de l'humanité au Moyen-Âge technologique, un homme de fer adaptoïde dans lequel on retrouve les plus puissantes intelligences artificielles qui ont fusionné pour ne faire qu'une seule entité menaçante. Et je trouve en effet que c'était une idée extrêmement séduisante. Alors après, ce que je vais reproduire, ce que je pense malheureusement qui est le cas, c'est que le lore actuellement, il est au service du service commercial. C'est-à-dire que l'idée, c'est avec le lore de vous vendre des nouvelles figurines, de vous vendre des nouvelles armées, etc. Alors là, on peut dire oui, c'est super. Justement, on pourrait faire une nouvelle armée sur l'IA, mais en fait, ça fait aussi une grosse sortie. L'idée, c'est que quand on pense à ce qui a dû se passer en fait pour la sortie de la Ligue de Votann, au final, sortir une armée, c'est pas si simple que ça, parce que vous voyez que moi je trouve que la Ligue de Votann, ça peine un petit peu à se développer. Peut-être que je suis trop impatient et que des fois, quand on vit un peu au jour le jour chaque chose, enfin vous voyez, ce qui peut se passer, c'est que moi je vis tous les jours du 40K, donc forcément chaque jour qui passe, c'est long. En fait, alors que peut-être si on suit ça un peu de loin et qu'une fois par semaine, comme ça, on a sa petite dose de 40K parce qu'on va regarder Warhammer Community, parce qu'on va faire un tour en magasin, ça passe un peu, ça passe plus vite, je pense. Mais c'est vrai que quand on est tous les jours en train de se dire qu'est-ce qui va se passer, etc., on est très, très, très consommateur et on est très gourmand. Et forcément, sortir une nouvelle armée, ce n'est pas impossible encore, mais ce qu'on va avoir, c'est du Dark Mechanicus. Pourquoi ? Parce que ça s'intègre en fait dans une logique commerciale de vendre du Dark Mechanicum pour l'Horus Heresy. Donc voilà, se recoller à des figurines qui peuvent déjà exister sur le Mechanicum, les transformer un petit peu, mettre des tentacules, enfin, il y a des passerelles qui sont assez simples à faire. C'est pas comme si on sortait de nulle part de l'IA et on n'imagine pas trop ce que ça peut être l'IA, parce que les seules représentations qu'on en a pour l'instant, c'était dans Blackstone Fortress. En fait, on a le robot qui est une IA, une vraie IA, qui se cache dans ce corps de robot. Mais alors, est-ce que c'était le corps qu'avaient les entités IA ou pas ? Et en même temps, comme justement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent vu que c'est des machines, ça a même vraiment pas trop de sens de se représenter une forme. Si on imagine par exemple Terminator, voilà, Terminator le film, là on est sur quelque chose qui ressemble au Necron, mais dans les faits, pourquoi l'IA elle ferait qu'un seul type de corps ? Au contraire, ça devrait être extrêmement évolué. Quand on voit une race, que ce soit les humains, les orques, etc., forcément, c'est basé sur un même corps. Donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de variances, même si après on peut penser aux croûtes, etc., qui ont des variances extrêmes, ou on peut imaginer aussi les tyrannides, qui ont vraiment beaucoup de variances. Là, sur les IA, il n'y a vraiment rien qui limite. D'une personne sur l'autre, elle est créée, enfin une entité sur l'autre, elle est, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais sur un combattant, il est créé vraiment suivant les besoins. On peut même imaginer que, en fait, c'est une sorte de briquage de Lego et qu'on se dit, tiens, on va se battre dans un marais, ok, donc il faut tel type de patte, tel type, etc. Parfaitement compréhensible, ça peut être construit vite fait avec de la nanotechnologie, etc. On peut imaginer vraiment beaucoup de choses. Tout ça pour dire que c'est dur à imaginer, et tout ça pour dire aussi que ça doit être dur à réaliser, et que ça me paraît plus simple que Vashtor justement soit rattaché au chaos, parce que c'est quand même plus simple de le sortir et de dire regarde, tu peux le jouer avec le chaos, donc vas-y, achète la figurine, tu vas pouvoir la jouer. Alors que si on nous sort du Vashtor maintenant et que il est juste là maintenant, c'est une figurine un peu collector, mais pour l'instant on peut pas le jouer, mais vous inquiétez pas, un jour on sortira une faction incroyable. Bon, ça, à mon avis, ça, voilà. Donc c'est là où on voit vraiment qu'il
qu'il y a quand même une volonté que le lore fasse vendre des figurines. Et ce qui est dommage, parce que c'est vrai que, à l'inverse, moi c'est toujours ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des personnages qui ne peuvent pas mourir ou ne pas disparaître parce que leur figurine est là, leur figurine se vend, donc bah ouais, c'est un petit peu compliqué. On peut pas du jour au lendemain dire, je sais pas, je prends un personnage au hasard, allez, Marnus Calgar, allez, au hasard. Il ne peut pas mourir. La figurine est assez jolie, elle est assez sympa, sa figurine, elle a été refaite, elle coûte quelques sous-sous, donc bah voilà, il peut pas mourir, parce que qu'est-ce qui se passe? Mais bon, après là on revient sur un vieux débat que moi j'ai toujours eu, à savoir que c'est compliqué, parce que justement, le lore est trop rattaché au côté commercial, et c'est frustrant, parce qu'on peut pas tuer de personnage. Et combien de fois je vous ai dit, ce qui marque les esprits, c'est quand on tue des personnages. C'est ça qui est vraiment fort. Si vous pensez, là vous devez avoir des choses en tête, peut-être Trône de Fer. Trône de Fer, c'est vraiment marquant parce qu'il y a des personnages principaux qui décèdent alors qu'on s'y attend pas. Et c'est ça qui waouh, on se dit ah ok, donc même lui peut mourir. Et en fait, moi c'est ce que j'aime dans les films, dans les séries. C'est pour ça que j'aime bien en fait plutôt voir des films que des séries, parce que les séries, bah forcément, tu sais que le personnage, il va faire une saison, donc ouais, oh là là, il s'est fait capturer par les méchants, voilà, comment va-t-il s'en sortir? On ne sait pas, mais en même temps, tu peux pas imaginer qu'il va mourir, parce que, bon, bah voilà, tu sais qu'il a signé pour une saison, enfin, c'est compliqué, alors que sur un film, on peut totalement imaginer qu'un personnage décède comme ça. Sur des animes aussi, il y a des animes qui sont vraiment assez forts là-dessus. Je pense à Death Note, par exemple, si vous avez regardé. Il y a un moment donné, je vous dis rien au cas où vous l'avez pas vu, mais il y a un truc, tu fais ah ouais, et c'est prenant, et c'est ce qui fait que c'est magique. Et en fait, c'est ce qui manque au lore de Warhammer 40 000, c'est la disparition de personnages clés, parce que bah voilà, leur figurine existe. Donc moi, honnêtement, ça m'a jamais gêné. Et au contraire, moi, je me suis toujours dit, oui, on peut toujours le jouer en mode légende. Enfin, ouais, dans les codex, ils vous mettent une petite partie case légende. Ils le font déjà pour le Forge World, donc ils pourraient le faire aussi pour ces personnages. Après, quand vous êtes avec vos amis, vous faites vraiment ce que vous voulez, donc ça pose pas vraiment de problème. Là où ça peut poser de problème, c'est quand vous faites des tournois, auquel cas, là, il y a un règlement, et donc, bah voilà, il faut savoir est-ce que c'est valide ou pas. Au pire, on l'enlève. Mais au moins, la figurine peut même se vendre parce que justement il disparaît. Vous voyez, moi si un jour on m'avait dit ouais, Marnus Calgar meurt, peut-être que j'aurais eu envie, par mémoire pour le personnage, d'acheter la figurine. Vous voyez, donc voilà. Donc on refait le point là-dessus. Vashtor, c'est un personnage. J'ai bien. C'est pour ça que je me suis dit, si je parle de tout, la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Je préfère prendre le temps de parler vraiment de ce qui me plaît, plutôt que d'essayer de me speeder pour que la vidéo elle tienne dans un temps restreint. Donc là, on a Vashtor qui est venu et qui a contrecarré absolument magnifiquement. Vraiment à la limite du ta gueule c'est magique, j'en ai eu en commentaire. Oui et non. Alors c'est-à-dire que c'est vrai que sur une zone qui est vraiment à l'opposé, l'anathème du chaos, une zone où même simplement la plus petite matérialisation du chaos, à savoir l'esprit, l'âme, les sentiments, ça n'existe pas. Eh bien, parce qu'en fait, moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire que la plus petite brique du chaos, ce sont les émotions. Ça a toujours été dit. Ce qui veut dire que quelque chose qui calme les émotions, ça veut dire que ça travaille très très fort sur le chaos et que ça annihile complètement le chaos. Et lui réussit à apparaître ni plus ni moins qu'avec Armoise. Vous m'avez pas dit comment je prononce comme je veux. Armoise, avec son ardoise. Vashtor, il arrive avec son ardoise. Il arrive avec un Armoise. Et c'est immense. La puissance qu'il faut pour... Alors, attention, ce n'est pas une faille warp, étant donné que c'est une faille à travers la toile. Donc, on peut supposer que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si on ne peut pas passer de le côté matériel au côté warp, il y a quand même la toile qui est entre les deux, et on peut supposer qu'entre les deux, c'est là qu'est Vashtor avec Armoise. Hop, là, il réussit à couper que d'ici. On peut pas faire le lien entre les deux, mais il arrive à passer. Donc, ok, maintenant lui-même est un demi-dieu du chaos, donc on peut supposer qu'il tire vraiment beaucoup sa force du warp, et il réussit quand même à intervertir les choses. Alors, je pense que ça passe quand même, parce qu'ils ont pris la peine de l'expliquer avec l'utilisation des super armes. Toutes les armes qui sont utilisées, que ce soit par les Nécrons,
par le Mechanicus, ça peut supposer qu'à un moment donné, ce soit des choses qui justement changent les constantes de l'univers, on va dire l'univers, on va être grand, de la réalité, et qui contrebalancent peut-être, qui forment des sortes de bulles d'exception, dans laquelle eh bien, la matrice contraimatérienne ne fonctionne pas et permet l'apparition de Vashtor, et surtout son maintien dans l'espace réel, juste suffisamment longtemps pour qu'il puisse trafiquer le pylon. Alors, je vous l'avais déjà dit, mais trafiquer le pylon, pour moi, ça marche sans problème, parce que Vashtor, c'est le dieu des machines, hein, c'est comme ça qu'il est présenté, donc tout ce qui est mécanique, c'est son domaine de compétence. Donc, il comprend, enfin, il a, alors j'allais dire instinctivement, mais je pense que c'est plus qu'instinctivement, c'est que c'est le dieu des machinations, des machineries, des engrenages, des fonctionnements. Donc si quelque chose fonctionne, par une relation de cause-conséquence, mécanisme, engrenage, si tel piston est poussé, telle pièce va bouger, et ainsi de suite, tel raisonnement logique sur des composants, etc. Tout ça, ça fait partie de son domaine d'existence et de prédilection. Donc, la machine, qui est un pylon, même si les nécros eux-mêmes ne comprennent pas forcément comment ça marche, Vashtor, pour lui, c'est nos problèmes, il comprend comment ça marche. Donc, quelque chose d'aussi simple qu'inverser la polarité d'un pylon, enfin, je veux dire, c'est assez simple, hein. Si on imagine une machine, alors je vais prendre un exemple très bête, mais si vous prenez un lecteur à cassette ou une voiture, faites marche avant, vous pouvez faire marche arrière, si vous avez trouvé c'est un fonctionnement qui est facile en fait, à modifier, donc voilà, je fais des grosses caricatures, mais je pense que ça, pour moi, ça ne pose aucun problème qu'il puisse inverser les pylons. Maintenant, ça pose des questions. Première question, l'interaction entre Vashtor et les Nécrons. Étant donné que les Nécrons sont des machines, est-ce que Vashtor a un pouvoir incommensurable sur les machines et donc sur les Nécrons? Et ce qui veut dire que l'armée des Nécrons, elle a aucune chance. Aucune chance. Il n'y a rien de possible. Il n'y a rien de possible. Mais il y a aussi une petite théorie, c'est justement sur le Ctan Dragon, qui lui aussi est censé contrôler parfaitement les machines. Et on peut se poser la question de s'il arrive versus Vashtor, est-ce qu'il peut, dans une certaine mesure, annihiler l'essence warp de Vashtor et ce qui reste de machine? Parce que pour moi, Vashtor, c'est une combinaison de... En fait, je pense que Vashtor, c'est une fusion entre justement une machine et le warp. Voilà, c'est un peu pour moi une sorte de fusion, tout simplement. Et si on peut diminuer le côté warp, après il reste quoi? Il reste une machine fonctionnelle, ou biologique, hein, c'est-à-dire que quand je dis machine, le corps humain, c'est une machine. Hein, donc c'est ça qui est très très fort avec Vashtor. Je vous l'avais déjà dit quand j'avais fait Arche Fatidique, c'est que peut contrôler le corps humain. Le corps humain, c'est juste une machine biologique. Donc il n'y a aucune différence entre une valve de votre organisme et une valve mécanique. C'est juste le matériau qui est différent, mais c'est un fonctionnement mécanique. Donc Vashtor a ce pouvoir. Donc, contre les Nécrons, je pense que... alors, en fait, j'aurais envie de dire, c'est très logique et que normalement, il devrait avoir le pouvoir sur les Nécrons. Mais en fait, je me dis que ce serait un petit peu trop puissant. Et comme ce serait trop puissant, on va nous sortir une règle bidon en mode bah non, parce qu'en fait, comme il y a une âme à l'intérieur, cette âme n'a aucune résonance dans le warp, donc de fait, elle est immunisée aux machinations de Vashtor. Et voilà. Et là, ok, tu fais bon, bah ok. Alors après, ça expliquerait pas pourquoi il pourrait pas quand même contrôler le mécanisme du corps, parce qu'en fait, même si l'âme, il peut pas la changer, et que l'âme des Nécrons, enfin si on peut encore appeler ça une âme, mais en tout cas l'encodage des Nécrons peut pas être atteint par Vashtor, bah, il peut quand même changer le corps de lui-même. Donc vous avez l'âme qui est enfermée dans un corps qui serait contrôlé par Vashtor, ou en tout cas qui prendrait la forme que Vashtor voudrait lui donner. C'est aussi totalement possible. Mais on peut imaginer aussi qu'on va nous dire « Ah bah attention, attends, c'est du métal vivant, les Nécrons, métal vivant, donc c'est-à-dire que c'est rattaché à l'âme, etc. » Donc je pense vraiment qu'en réalité, alors si la réalité, on reste dans mon monde fantasy de Warhammer 40 000, mais dans la réalité du monde de Warhammer 40 000, je pense que Vashtor devrait pouvoir contrôler les Nécrons, mais que comme ce serait un petit peu trop puissant, il ne va pas pouvoir le faire. Voilà. Maintenant, il peut contrôler les machines inertes des Nécrons, à savoir justement les pylons. Donc, c'est là où on manque peut-être un petit peu de recul pour savoir... parce qu'en fait, les Nécrons sont quand même des machines qui utilisent des machines. Donc, quelle est la différence
Vous voyez, pourquoi tout simplement une barge Nécron, ce serait pas un Nécron lui-même en fait, hein? On a mis simplement l'esprit d'un personnage Nécron, donc d'un simple Nécrontyr, dans une barge de bataille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi le fusil n'est pas lui-même en fait un écran? C'est un peu... En fait, je fais le parallèle avec les tyrannides. Dans les tyrannides, vous avez chaque chose qui est une entité... c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une arme, bah, c'est une créature. Et cette créature, elle vit en symbiose avec une autre. Et en fait, là, ce serait la même chose. On pourrait imaginer que... Enfin, pourquoi avoir besoin d'un pilote si au final, le pilote pourrait être incarcéré dans le... Enfin, vous voyez, quand je vois par exemple... Enfin, typiquement... Quand on voit un destroyer Nécron, vous savez, c'est un Nécron avec un corps de plateforme antigrave, ok. Quand on voit après alors je sais plus comment ils s'appellent, les motos jet Nécron, il n'y a rien qui vous choque là? Il y a un Nécron qui pilote une sorte de moto speed, alors que l'autre, c'est son corps lui-même qui est la moto speed. Et en fait, moi, il y a un truc qui me choque. Et c'est pareil si on va sur... après, il suffit d'étendre son raisonnement sur les faucheurs et moissonneurs, les avions. On a un avion, un appareillage, qui est contrôlé par un Nécron. Bon, est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait pas être juste, je sais pas, l'esprit du Nécron? Et on pourrait imaginer que ce soit, voilà, son corps. Pourquoi le corps serait limité à une sorte de forme humanoïde, mais qui peut quand même être un petit peu modifié. On le voit avec l'illumineur Xerath, par exemple, qui a un corps plus insectoïde, ou alors, encore une fois, les Destroyers, qui ont aussi un corps qui est complètement modifié. Donc, bon, voilà, ça, c'est toujours un petit peu les limites, mais en fait... Quand on réfléchit, le problème c'est que nous on prend quelque chose qui existe depuis très très longtemps et qui se fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils se sont dit tiens on va sortir ça, etc. Et du coup ils l'intègrent dans le lore. Et nous on prend ça avec du recul en disant ah bah tiens mais alors attends ça c'est pas cohérent, pourquoi ça a été comme ça? Et en fait c'est simplement l'historique, c'est que les choses ont évolué au fur et à mesure. Là je repense toujours à... Enfin, c'est très dur de revenir en arrière et de réussir à faire une transition et à faire en sorte que ça marche. La seule fois où pour moi ça a vraiment super marché, c'était sur Star Wars, avec l'étoile noire, où tu fais l'étoile noire, une pauvre torpille, ça fait exploser, c'est débile, c'est débile. Et tu dis c'est débile. Sauf que ils te sortent le film, et ils te font, non mais en fait c'est fait exprès, parce que le mec qui a fait ça, il a fait exprès de laisser cette faille pour qu'on puisse la détruire assez facilement. Et là tu fais, waouh, ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est les retournements de situation, ça c'est j'adore, dans le lore, dans les films, dans ces... Quand il y a le retournement de situation incroyable à la fin en disant mais non mec, tu t'es fait balader en fait, mais moi j'aime me faire balader dans le lore et qu'à la fin on dit bah ouais tu croyais que c'était ça, bah en fait non c'était ça. Tu croyais que Manos Calgar il était encore vivant, et bah non Manos Calgar il est mort et en fait son âme est possédée par un démon. Eh ouais tu savais pas ça. Et en fait vous voyez il y a plein de choses comme ça qui peuvent vraiment, tu passes d'un truc nul, genre Manos Calgar il se prend l'épée de Rachnier et il meurt pas. C'est nul. C'est nul, donc tu passes 3 ans à dire Calgar doit mourir, 6 ans à dire Calgar c'est pourri, 8 ans à dire c'est extrêmement naze, et un jour, t'as Manus Calgar qui tue au bout de Gilliman parce qu'il est possédé par un démon. Et tu fais ah c'est arrivé à ce moment-là, donc il est vraiment mort, et ainsi de suite. Alors au passage, si vous vous intéressez à la réalité sur la mort de Marnus Calgar, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo cultissime que j'ai pu réaliser sur Calgar doit mourir, et qui au final, je vous spoil pas, mais qui est une autre voix de ce que je vous ai dit, et où tu fais ok, respect. Et c'est pour ça que depuis, je me moque un peu moins de Calgar. Là, j'en remets une petite dose parce que ça faisait longtemps, mais c'est vrai que là, je me moque beaucoup moins de Calgar maintenant. Donc, on a Vashtor qui peut très facilement inverser la polarité des pylons, ce qui décuple les pouvoirs qu'il peut avoir, parce qu'en fait, quand il arrive dans la matrice contre Heimatarian, bah, il est embêté parce qu'il est sur le point de disparaître. En fait, il le dit lui-même, il est à la limite de disparaître, de ne plus exister s'il fait un faux pas. Donc ça veut dire que ça marche quand même très efficacement, et il réussit à inverser ça. Et on peut imaginer que autant il était proche de la disparition, autant si on inverse et qu'on va vraiment de l'autre côté, symétriquement, il est proche de l'apothéose. Normalement, il devrait être proche de l'apothéose, c'est-à-dire de devenir vraiment un dieu complet. Alors ce n'est pas encore le cas, même si on peut imaginer que c'est sans doute le but, et que peut-être que s'il réunit, je sais pas, alors il faudrait qu'on sache quel est le chiffre magique chez Vashtor. Je crois qu'il y avait un moment où je me demande si c'était pas le 5 peut-être.
Parce que je sais que je me rappelle qu'à un moment donné, dans justement le bouquin qui parlait beaucoup de Vachtor, il faisait beaucoup de références, comme il avait placé 5... alors je sais plus si c'est 5. Bon, j'ai pas envie de le relire. Si certains l'ont relu récemment, dites-moi, où je dois le dire dans une vidéo, mais c'est il y a longtemps. On va dire que c'est 5, imaginons. Ça pourrait être intéressant que, justement, s'il obtient les 5 pylônes, tac, 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 apothéose. Et c'est ce qu'il cherche à obtenir, devenir Dieu, et après continuer, trouver la clé, trouver la serrure, parce qu'en fait, là, l'idée, c'est que Armoise, c'est une clé qui est forgée maintenant, mais il faut trouver la serrure. Bon, c'est encore un petit peu flou là-dessus, on ne sait pas ce qui va se passer. On se rappelle aussi qu'Abaddon, parce que Badon, on n'entend plus trop parler, alors que c'était quand même l'instigateur de la troisième croisade noire qui a tout changé. Alors, il a pactisé avec Vashtor, ils se sont mis d'accord, et en fait, le plan de Vashtor a bien fait rigoler Abaddon. Il a fait « Ah, ok, si l'humanité savait ce qui allait lui tomber dessus... Pour l'instant, je ne pense pas qu'on soit... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a piqué la planète des Dark Angels. Ok, je pense pas qu'Abaddon... Enfin, je pense pas que c'est ça l'idée. Si c'était juste ça... Alors c'est pas mal, on imagine bien qu'Abaddon il est très content que le lion il se fasse piquer sa planète et que ça devienne un monde démoniaque. Oui, ça le fait marrer, mais je pense pas que ce soit suffisant pour qu'on soit en mode l'humanité, etc., etc. Donc ça veut dire que Vashtor n'est qu'au début de sa croisade, enfin de son plan. Et en même temps, c'est assez cohérent, un personnage qui arrive comme ça, avec une figurine, je pense qu'on va alors je veux dire en souper, mais je pense qu'il va durer extrêmement longtemps, et dans 40 ans, si 40 000 est encore là, il y aura toujours Vashtor, et on se demandera peut-être encore toujours est-ce qu'il va chercher la clé ou pas. Ça en fait, je sais pas si je fais une parenthèse, mais moi c'est un truc qui commence à me tracasser, je pense que c'est le mot. Ça fait combien de temps ça va bientôt faire un moment, ça va faire 30 ans que je pense que dans les 25 ans de lore que je suis. Et en fait, j'ai vu l'évolution, tac tac, ok, et en fait tu dis, on est quand même loin de la fin de l'histoire. Et en fait je me dis, mais est-ce que je vais tenir encore 25 ans de plus? Oui, et est-ce que ça va suffire à ce qu'il y ait une fin? Ou est-ce que le but c'est toujours que ça avance? Et en fait tu dis, mais mince, je saurai jamais la fin, ça se trouve, on saura jamais ce que Vashtor il veut faire avec Armoise, donc je sais pas, voilà. C'est un truc qui me... Je me dis, putain, merde, j'aimerais bien qu'il se dépêche. J'aimerais bien savoir la suite, en fait. Mais bon, en tout cas, ce qu'on a comme information ici, c'est que il a réussi à utiliser à son avantage et la technologie des Nécrons et les super armes de l'humanité. Bon, après, l'humanité, elle est tellement une sorte de gamin qui joue avec des forces incommensurables qu'ils comprennent pas. Mais ce qui était amusant aussi, c'était qu'on s'apercevait que c'était la même chose pour les Nécrons. Autant pour les humains, on est habitué, parce que les humains, ça a toujours été ça, ils ont perdu beaucoup de technologie par rapport au Moyen-Âge technologique. Hein, même si moi j'ai toujours aimé ce côté-là, Moyen-Âge, tu dis, ah, Moyen-Âge, t'imagines des vieux trucs, mais en fait non, toute la beauté de l'univers de Warhammer 40 000, c'est que le Moyen-Âge technologique, c'était là où il y avait des réalisations scientifiques incroyables. C'était formidable. Et là, maintenant, bon ben... Ils ne font que reprendre des vieux trucs en mode « Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Incroyable, on va l'utiliser. » je sais pas, c'est assez amusant. Et le fait que les Nécrons, ce soit au final un petit peu la même chose, ils ont une grande compréhension de l'univers, des technologies qui vont bien au-delà de toutes les races, mais même les pylons, c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc ça met encore une strat et un level, et Vashtor, il arrive, il fait clac. Le pylon, pas de souci, je comprends, et on inverse la polarité. Donc après, l'avenir, il va être où? Il va être que la situation actuelle, c'est que eh bien, le roi silencieux, son plan, il tombe un petit peu à l'eau. Il tombe un petit peu à l'eau parce que on a Vashtor qui est arrivé, qui peut très facilement intervertir la polarité des pylons. Et en fait, ce qu'il pensait être l'arme absolue contre le chaos, ça se retourne contre lui parce qu'au final, il a fourni une sorte d'arme absolue à Vashtor. Donc déjà que dans un combat 1 contre 1, on a des doutes sur l'issue, hein, Nécron versus Chaos Vashtor, c'est peut-être un peu compliqué. Donc avec la matrice nodale, là c'était 100% les Nécrons, sauf que vu que Vashtor elle arrive, tac tac, j'ouvre la porte, tac tac, je transforme le pylon, tac, c'est à moi. Là ça devient vachement plus compliqué parce que là c'est le chaos qui passe en mode surpuissance. Donc je vois pas vraiment, honnêtement je vois pas vraiment ce que peut faire Zarek, le roi silencieux. Donc après, en effet, comme l'a suggéré aussi, peut-être encore une fois recréer un Ctan complet, c'est-à-dire pas simplement prendre des échardes, mais
refaire fusionner, recréer un Ctan qui serait capable de lutter contre Vashtor, parce qu'il serait sur le même plan, en fait, en termes de compréhension de la machine, donc... je sais pas, après on peut imaginer que voilà... alors là, après ça peut être encore pire que tout, ça peut être le plan final de Vashtor, à savoir que justement ce Ctan se réveille, le Ctan Dragon, et que justement il puisse fusionner avec lui et prendre son corps et en fait se retrouver non plus demi-dieu, mais dieu. Hein, c'est-à-dire une fusion entre du Ctan et du demi-dieu chaotique pour faire une... Voilà, peut-être là je viens de vous... peut-être je viens de vous dire en avance, 6 ans, ou 8 ans, ou 12 ans avant que ça arrive, ce qui va se passer. Mais c'est un potentiel qui est intéressant. Et je vois pas vraiment ce que les Nécrons peuvent faire. Parce que hormis détruire eux-mêmes les pylônes, ou les ranger, ou les cacher pour pas que Vashtor les trouve, mais en même temps, je vois pas comment on peut faire ça. Pardon, étant donné que Vashtor, il a cette compréhension innée, il voit le futur, le passé, etc. Donc c'est un petit peu compliqué de cacher les pylônes, alors détruire les pylônes, mais ça veut dire que le Paranexus c'est fini, donc le plan de Zarek c'est fini. Mais que peuvent-ils faire pour lutter contre le Nécron? Enfin, contre le chaos, je ne sais pas. Donc ça, c'est la chose qui est un peu compliquée, sachant que les Nécrons, quand même, ils se devaient d'être une menace. Alors, ils étaient une grande menace, et en fait, je pense même que le Paranexus, c'était très fort, parce que même quand on a toute une partie, même quand on a Belisarius Cawl qui revient prêter main forte, on voit qu'ils peinent et ils sont sur le point de perdre, en fait. Et alors, il y a l'arrivée de la flotte Primus avec Roboute Guilliman, certes, mais... comment dire, on peut juste imaginer que Roboute Guilliman, son vaisseau, il y a des petites défaillances, et puis Roboute Guilliman dans l'espace seul, bon, il va pas se passer grand-chose. Hein. En fait, c'est un peu tout le problème, en fait, c'est que comme ils sont dépendants, si vous voulez, si on est sur, ils sont en train de se battre sur une planète, etc. Et encore, il a beau être un incroyable stratège, un excellent combattant, bon... si tout d'un coup son vaisseau, ses moteurs, ils disparaissent, ils peuvent plus marcher, ils restent dans l'espace, pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire, sauf si on fait intervenir Lionel Johnson. J'avais dit que vous en reparlerez. Lionel Johnson, pour moi, ça peut être une clé. Pourquoi ? Je pense que son existence même, c'est de faire un contrepoids à Vashtor. Ce qui est intéressant, c'est que Lionel Johnson, lui, il n'est pas basé sur la technologie, parce qu'en fait, il se déplace à travers sa forêt magique. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, en fait, sans qu'on sache vraiment pourquoi, sans que lui-même sache pourquoi, en fait, il se promène, tout d'un coup, le paysage change, et en fait, les structures métalliques deviennent des arbres, et il se retrouve dans la forêt de Caliban, une sorte de forêt originelle qui n'est pas celle de Caliban, tandis que maintenant Caliban s'est transformé en ardoise de Vashtor. Ouais, mais vous me contredisez à chaque fois, c'est jamais la bonne prononciation, vous êtes jamais content, donc du coup, voilà, moi je sais plus quoi dire. Donc, il y a cette possibilité que, justement, le lion arrive et vienne reprendre son frère. Imaginons, on arrive, on a la flotte Primus, elle se fait décimer, c'est horrible, parce que tous les vaisseaux sont sous le contrôle de Vashtor, ils claquent des doigts, ils disparaissent, mais... il y a une forêt qui apparaît juste à côté de Roboute Guilliman. Roboute Guilliman ne sait pas où il est, il voit des arbres, etc. Et tout d'un coup, il se retrouve avec son frère, le lion. Et voilà. Donc, il y a cette force, en fait, de Lionel Johnson qui est vraiment le contre-pouvoir et le contre-équilibre, justement, à Vashtor. Et on peut imaginer que dans un duel entre Vashtor et puis Lionel Johnson, il y a match. Hein, autant... entre Zarek et Vashtor, je sais pas, je pense qu'on pourrait quand même miser sur Vashtor. Là, entre le lion et Vashtor, c'est assez intéressant. Même Roboute Guilliman, en fait. Roboute Guilliman, si vous avez vu Gathering Storm, vous savez en fait qu'il est esclave de la machine dans le sens où il ne survit que grâce à son armure. Alors, bon, c'était le cas au début, c'est-à-dire qu'en fait... il doit sa vie à son armure et la science Eldari. Voilà, un mix des deux, mais que sans son armure, il est censé succomber et ne pas survivre. Donc, comme c'est une armure, Vashtor, elle peut faire « clac, ton armure, elle est cassée. C'est fini, t'es mort. » Sauf que, dans un des... alors, je me rappelle plus où j'ai lu ça, mais là, maintenant, ça m'est revenu. Il s'entraîne, en fait, à enlever son armure. Alors, il souffre, c'est très dur, mais au fur et à mesure, il gagne du temps. Il peut vivre de plus en plus longtemps sans son armure.
Ça, je pense que c'est clairement une petite enveloppe qui est glissée là pour qu'à un moment donné, dans le lore, on nous fasse un duel Guilliman-Vashtor. D'ailleurs, c'est ce vers quoi on va, hein, parce que Guilliman, il est en approche du Paria Nexus. Donc je pense pas... Alors, on va avoir quoi? On va avoir l'Imperium avec Roboute Guilliman, ça on est sûr. Vashtor qui est là, donc ça on est sûr qu'il peut y avoir un affrontement. Après, les Nécrons... On peut imaginer que le Paranexus, ils vont pas l'abandonner comme ça, même si ça me paraît mal barré. Donc voilà, on a au moins ces 3 personnages-là qui devraient rentrer en interaction. Voilà. Après, bien sûr, on peut aller chercher tous les personnages un petit peu secondaires, comme Orican le Devin, qui cherche lui-même en fait à manipuler Vashtor. Voilà, on peut vraiment aller chercher plein d'autres personnages. Et puis là, c'est un peu libre cours, mais en tout cas, la certitude pour moi, c'est vraiment ça. Guilliman, Vashtor. Et puis Zarek. Alors après, on peut rajouter Abaddon qui voudrait au dernier moment trahir Vashtor, évidemment, pour pas qu'il devienne un dieu, etc. Parce qu'il en a marre des dieux, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais voilà, on peut simplement imaginer que cette petite enveloppe nous a été glissée pour dire que, hop, Vashtor détruit l'armure de Guilliman, mais Guilliman, il s'est habitué, il a très mal, mais en fait, de par son entraînement rigoureux à enlever son armure, maintenant il est capable de se battre sur son armure et ainsi de suite. Donc délivré de la machine, etc. Donc voilà, c'est tous ceux-là qui sont assez intéressantes. Alors après, on pourra rajouter aussi Belisarius Cawl, qui est toujours sur place, qui cherche à faire son abraseur liminaire, vous savez, une sorte de je sais pas, de joujou technologique qui est là aussi pour empêcher le Nexus Paria d'exister. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut servir à Vashtor? Est-ce que ça fait partie aussi des éléments dont il a besoin? Parce que si ça travaille justement sur la toile, ça veut dire que ça va travailler aussi sur là où voyage Vashtor, parce que Vashtor voyage à travers la toile. Donc peut-être qu'il en a besoin, peut-être que c'est ça la serrure, peut-être que... On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà ce vers quoi ça va aller. Après, si je pourrais me risquer à une sorte de pronostic, je vous ai fait beaucoup de pronostics dans ce qui s'est passé là. Je pense qu'en fait, de toute façon, il n'y aura jamais de fin. Ou s'il y a une fin, je vois pas ce qu'il peut y avoir comme fin, parce qu'on a vécu quand même la fin de Battle avec la fin des temps, et du coup, bon oui, là il y a vraiment des personnages qui meurent, etc. Mais au final, ces personnages, on les retrouve parce que leur âme est immortelle et est transformée sur un autre monde, etc. Donc, bon, c'est juste des transformations. Je sais pas comment ça... Enfin, je pense que le but de 40K, c'est qu'il y ait toujours un statu quo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, attention, il y a cette menace qui arrive, mais il y a cette menace aussi, c'est incroyable. Et on rajoute encore quelque chose, on met encore la tête sous l'eau à l'Imperium, mais il est toujours là, et voilà, il y a quelque chose qui revient, et on ressort un Primarch. Et le fait de revenir avec un Primarch, voilà, on a fait les Primaris, hein, Cicatrice Manitum d'un côté, Primaris de l'autre. Donc ça rééquilibre un petit peu les choses, parce que sans les Primaris, les Blood Angels, ils étaient éradiqués. Hein. Donc perdre un chapitre progéniteur maintenant, à l'heure actuelle, alors ça aurait vraiment beaucoup de poids dans le lore. C'est-à-dire que si maintenant, il y a un truc aussi ouf que les Blood Angels disparaissent, tu fais « Ah ouais, avant moi je jouais Blood Angel et tout, ah ouais, ton chapitre il a disparu, il s'est passé quelque chose. » Mais bon, là en fait non, maintenant il y a les Primaris, donc du coup au final, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc je vais rester là. Au début je voulais parler aussi de Léviathan, les tyrannies, mais je vais en parler dans une autre vidéo, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez énorme, et en relisant un peu la fin, je me dis « Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ce truc énorme. » Et qui peut faire un duel, on peut imaginer un duel Armoise versus... Je vous laisse mettre en commentaire si vous savez ce que c'est. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Cette vidéo était un petit peu différente, mais j'aime bien en fait faire des choses un petit peu plus différentes comme ça. Je vous l'ai dit, moi, j'aime bien m'approprier le lore, j'aime bien l'intégrer parce qu'on le vit plus, plutôt que de simplement le consommer, de l'entendre, et puis de vous le recracher entre guillemets avec une voix un peu badass. On m'a dit ça, on m'a dit ouais, tu parles trop normalement. Et ben j'ai dit mais c'est ce que je veux faire en fait, c'est ce que je veux faire. Moi je veux discuter avec vous comme si on était ensemble à la terrasse, sur la terrasse d'IGTV, puis qu'on était en train de discuter, dire qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de vous faire du grandiose cinéma 4K, etc. Je veux la simplicité, la normalité. Donc merci pour ce compliment, même si je pense que dans les faits ça n'était pas vraiment un, mais au final moi j'assume complètement et j'ai pas envie de changer, j'ai envie de me faire plaisir là-dessus. Et si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo et que vous avez envie de cliquer sur j'aime, c'est que vous aussi vous partagez cet état d'esprit. Voilà. Merci à vous tous en tout cas, et à bientôt, et rendez-vous la semaine prochaine pour... Alors j'hésite soit on parle justement des tyrannides, je pense que je le sens bien comme ça, ou soit je me relance sur un roman. Et je pense que Génopère, c'est
pas mal, parce que c'est vrai que j'ai aussi Cypher. Cypher, en fait, c'est bien de le faire une fois que j'aurai fini Gathering Storm. Il me reste encore 2 bouquins de Gathering Storm. J'ai pas envie de faire tout de suite le deuxième de Gathering Storm, parce que c'était quand même un gros boulot, et en fait, bah, c'était long. Donc j'ai envie de nager un petit peu, hein, de faire de temps en temps aussi des petites vidéos comme ça. D'ailleurs, si vous êtes encore là maintenant, bah, dites-moi si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien ou pas. Mais en même temps, bah, si vous aimez pas, c'est pas grave, il y en a plein des chaînes de lore, donc vous allez regarder les autres chaînes de lore. Donc bon, c'est pas grave en fait. Dites-moi simplement que vous m'aimez, ça fera plaisir. Voilà. Allez, à bientôt. Salut à tous.